Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Sarah, on attend quelques minutes avant de commencer? Oui, il est 9h puis je pense qu'on peut attendre deux petites minutes peut-être. D'accord. On est en direct avec tout le monde là ou simplement avec les intervenants? On est avec tout le monde et nos Ah ben, intervenants sont là aussi. alors oui, là je vois. Donc je salue nos trois intervenants et j'en profite pour saluer tout le monde. Voilà. Bon, on va commencer à 5 piles. C'est pas le quart d'heure charentais, c'est les 5 minutes, comment dirais-je, d'Île-de-France. Tout le monde aura compris que je suis charentaise. Oui. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer maintenant. Voilà, donc, bah, écoutez, d'abord, je suis absolument ravie, et tout le comité 21 avec moi d'organiser ce séminaire et de vous accueillir. Je voudrais rappeler très rapidement à quel point le thème de l'adaptation au changement climatique inspire un certain nombre de nos travaux et nous avons choisi ce thème comme thème, un des thèmes avec les ODD phares en fait des programmes du comité 21 avec en particulier l'organisation l'année dernière d'un colloque dont l'une des intervenantes était présente d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Le thème de l'adaptation, évidemment, je dirais malheureusement, heureusement, les deux, a de plus en plus d'importance et je crois d'ailleurs que les prochains travaux du GIEC vont lui accorder une importance tout à fait forte. Aujourd'hui, nous nous réunissons parce que nous avons publié une stratégie que nous attendions depuis longtemps, c'est-à-dire la stratégie européenne. Donc, nous l'avons regardée, aidée en cela d'ailleurs par quelqu'un que je voudrais remercier, puisque c'est lui qui est notre expert scientifique pour l'adaptation au changement climatique, c'est Guillaume Simonet, qui peut-être, j'espère, interviendra pendant le débat. Et nous voudrions vous faire réagir autour d'abord de M. Livius Tirbat, qui nous fait l'honneur, la gentillesse d'être avec nous, qui est donc le responsable adjoint de l'adaptation au changement climatique à la Commission européenne, donc qui est Monsieur Stratégie européenne, très certainement. Il va nous le dire et je vais lui demander dans un premier temps de nous exposer les grands axes de cette stratégie. Nous avons ensuite avec nous Magali Reguetsatsit, qui est géographe, qui est membre du Haut Conseil pour le climat et qui est une spécialiste de tous les problèmes d'adaptation à travers en plus un prisme solutions fondées sur la nature et approche des solutions, je dirais, naturelles, qui est particulièrement intéressant. Et puis, nous demanderons à Jérôme Duvernois, qui est chargé de mission
en France à l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique et qui représente la France dans le groupe des États membres sur l'adaptation au changement climatique. Nous lui demanderons de réagir à la stratégie européenne d'une part et de nous dire comment on peut tricoter la stratégie française, c'est-à-dire le programme national d'aménagement au changement climatique, dont il a sorti il y a plus d'un an le deuxième rapport, et cette stratégie européenne. Voilà. Liviu, merci encore d'être avec nous et je vous donne la parole. Merci, merci beaucoup, Madame Laville. Merci euh, aux collègues qui sont avec moi sur le podium, soi-disant. Et merci aussi à tous nos auditeurs qui sont assez, je compte 80, donc c'est très bien. C'est un sujet qui, comme disait Madame Laville tout à l'heure, c'est heureusement ou malheureusement, il est devenu plus visible sur notre agenda politique. D'un côté, c'est bien parce que ça nous aide, toute l'attention qu'on reçoit, ça nous aide à mieux se préparer, mais en même temps, c'est aussi une admission à la défaite parce que on n'a pas réussi sur le plan de atténuation et donc on doit vraiment absolument maintenant de manière très urgente se préparer. Je voudrais d'abord aussi placer la stratégie dans son contexte un peu plus large, et c'est-à-dire de faire le lien avec la proposition pour l'instant, parce qu'elle n'a pas été adoptée au Conseil européen et au Parlement européen, de la loi européenne pour le climat, qui donne aussi une très grande visibilité à l'adaptation. Il y a l'article 4 qui parle des ambitions de l'Union sur l'adaptation. Cette loi aussi intègre le langage de l'accord de Paris sur l'adaptation. Et là aussi, il y a le fameux article 7 de l'accord qui donne l'objectif global pour l'adaptation. Et c'est dans cette logique qu'on est venu avec la stratégie. La stratégie est censée rendre la vision de la loi climat plus faisable, de la rendre plus proche des citoyens et des acteurs qui sont en train d'agir sur l'adaptation. En même temps, comme je disais, ce lien avec la loi sur le climat fait que dans la stratégie même, on n'impose pas des choses, on ne met pas des cibles, on n'a même pas mis en termes pour l'évaluation de la stratégie, ce qu'on fait d'habitude avec ce genre de documents politiques. On envisage déjà leur évaluation dès le moment de départ, et aussi on donne un peu le cadre de cette évaluation. La raison pour laquelle on n'a pas fait ça, c'est exactement ce lien avec la loi sur le climat, qui est justement, et effectivement, je pense même cette semaine, en train d'être débattue entre les États membres et les députés européens. Et on parle vraiment ces jours-là de la fréquence d'évaluation de cette stratégie. Et je pense que pour l'instant, la position de compromis, c'est d'avoir une évaluation tous les 5 ans. Et aussi, c'est très intéressant d'avoir Jérôme aussi aujourd'hui. Et cette question de tricotage, je trouve ça très, très, très beau comme concept, parce que aussi ces jours-ci, on débatte à Bruxelles sur la loi sur le climat, l'articulation qui doit se faire entre les stratégies nationales et la stratégie européenne. Et comment on intègre tout ça et comment on tricote tout ça pour avoir vraiment une résilience à l'échelle européenne, à l'échelle continentale. Et je voulais aussi vous un peu féliciter pour cette
pour l'organisation de ce séminaire aujourd'hui, parce que on est effectivement en train de prendre cette stratégie, ce texte assez cryptique. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le format aujourd'hui de décryptage de ce document. L'adaptation au changement climatique, surtout à l'échelle européenne, mais aussi même dans chaque région de l'Europe, dans chaque ville, dans chaque village même, est très, très horizontale, très, très complexe. Surtout nous, dans le processus de développement de cette stratégie au sein de la Commission européenne, ça nous a pris à peu près 2 ans de le faire et on a découvert le fait que presque tous les politiques qu'on a en charge à la Commission sont touchés et le seront dans le futur par les changements climatiques. Et je parle ici de l'égalité hommes-femmes, des politiques de concurrence, des aides d'État, vraiment la politique macro-budgétaire, en plus des thématiques traditionnelles de l'adaptation qui était notre domaine, je dirais, jusque-là, en se basant sur l'ancienne stratégie européenne de l'adaptation au changement climatique qui date de 2013. Et ces domaines-là, c'était le management des désastres, un peu de appui sur l'environnement et biodiversité, un peu de travail avec les assureurs. Et ça, c'était un cadre assez bien établi dans lequel on a travaillé pendant presque une décennie, mais qui est vraiment plus d'actualité dans le sens où on a été forcé d'élargir ce cadre et d'aller parler, comme je disais, aux collègues qui s'occupent du domaine macroéconomique ou qui s'occupent des aides d'État. Vous voyez tous ces départements qui jusque-là étaient un peu aveugles à l'influence que les changements climatiques ont sur eux. Je pense que c'est un peu ce que j'allais dire. Donc pour moi, les principaux axes qui sont dans la stratégie sont là. On les a rendus un peu simples et pour faciliter la communication, parce qu'une des ambitions de la stratégie, c'est vraiment de porter cette ambition et ces actions au niveau des citoyens et des individus. Donc, on a essayé de la rendre aussi plus facile à comprendre, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, elle est assez cryptique parce qu'on a dû mettre tellement de choses dedans. On a essayé de couvrir un peu tous les priorités, mais il y en a tellement que c'est vraiment difficile à rendre justice à chaque aspect qu'on traite dans la stratégie, mais de manière assez grossière. Donc, ce qu'on fait avec la stratégie, on s'efforce à rendre l'adaptation plus intelligente pour améliorer les connaissances et aussi gérer les incertitudes. On s'efforce de rendre l'adaptation plus systémique et c'est dans ce contexte de vraiment aller dans chaque département de la Commission pour les amener dans le projet. Et pour ça, on a parlé de l'élaboration des politiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs. On s'est forcé aussi de rendre l'adaptation beaucoup plus rapide parce que il faut vraiment et absolument accélérer cette adaptation dans tous les domaines et aussi passer du niveau sur lequel, donc, même là, il y a des progrès à faire, le niveau de planning et de faire des stratégies et des plans. Il faut passer au niveau de l'implémentation. Il faut vraiment agir. Et il faut vraiment développer des solutions. Il faut vraiment aussi impliquer beaucoup plus les gens, le secteur privé qui jusque-là a été un peu à l'écart.
Dernièrement, une des plus grandes ambitions de la stratégie et des nouveautés, parce que la stratégie européenne de 2013 était purement européenne dans son cadre. Donc, on regardait un peu au sein de notre société. Mais le quatrième volet de cette stratégie, c'est l'action internationale. Et c'était vraiment un peu dommage que jusque-là, on n'a pas eu un cadre stratégique de notre action européenne sur l'adaptation à l'échelle globale. On a fait beaucoup. On soutient énormément nos partenaires partout dans le monde avec les connaissances et le financement, mais c'était jusque-là un peu le cas par cas, un peu projet par projet, mais avec cette stratégie, on donne vraiment un nouveau focus et une intensification de l'action internationale en faveur de la résilience au changement climatique. Et c'est ça aussi un message très, très important. Et là aussi, on a trouvé beaucoup de partenaires au sein de la commission, parmi les directions générales qui s'occupent de la coopération, qui sont vraiment donnés pour ça et ils sont vraiment beaucoup impliqués pour développer ce volet de l'action internationale. Je pense que c'est un peu ce que j'allais dire juste pour lancer le débat, mais je ne veux surtout pas monopoliser le panel, donc je vous invite à nouveau à relancer la discussion, je pense, avec les autres intervenants aussi. Merci. Oui, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Magali, quand même, je voudrais pour justement alimenter le débat comme vous. Vous demandez de préciser une ou deux choses. Alors, évidemment, il y a les différents volets que vous avez précisés. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de cette stratégie, qui est courte d'ailleurs, nous en France qui sommes habitués à des documents de 150 pages pour traiter des minuscules problèmes, on trouve que ces 25 pages, je crois, sont musclées. Premièrement, ce qui m'a frappé pour ma part, c'est effectivement je dirais, la sacralisation du mot résilience. Alors, on est tous habitués à ce qu'aujourd'hui, résilience soit effectivement choisie, j'allais dire presque au lieu d'adaptation, bien que pour moi, ça n'est pas le même sens. Donc, je voudrais savoir si dans les travaux préparatoires, vous avez eu un débat là-dessus, c'est-à-dire quelle est l'origine de ce choix. Et deuxièmement, vous accordez dans la stratégie, et ça me fera effectivement la liaison avec Magali, beaucoup d'importance à l'observation, si j'ose dire, des phénomènes d'adaptation avec la mise en place ou bien l'utilisation plus importante de toutes sortes d'outils de connaissances. Est-ce que vous pourriez un peu préciser cet aspect? Oui, merci. Ce sont des aspects très importants et le choix des mots est très, très important et c'est absolument même crucial. Et c'est absolument vrai ce que vous dites. On a eu des débats là-dessus. Je parlerai d'abord des débats qu'on a eus en interne dans un peu le mot et les experts et les collègues qui ont travaillé là-dessus sur l'adaptation au changement climatique. On a choisi de garder les deux, en fait, adaptation et résilience. On a gardé même des définitions et on a des notes de sous-sol qui pointent vers des documents de l'ONU qui parlent de ça, parce que c'est très important d'avoir aussi l'adaptation qui est le processus que la résilience qui est le but et l'objectif. Et c'est aussi cette complexité est très importante aussi pour l'article de l'accord de Paris qui parle des différentes composantes de la résilience et de l'adaptation. Ça veut dire la vulnérabilité. Je pense que le mot en français, c'est l'exposition au risque. Donc, vous voyez, on a essayé un peu de
éviter de donner une image trop simple de la donne en gardant un peu la complexité. Donc, on parle de risque, on parle d'incertitude, on parle de management de risque pour ne pas donner une image trop simple de ça. Donc, ça, c'était les discussions qu'on a eues. Et donc, même en essayant d'expliquer les choses aux autres commissaires. Donc, en charge au niveau de la Commission européenne, c'est le vice-président Timmermans qui a été chargé de porter ce dossier. Et il est vraiment un excellent ambassadeur de la chose pour un néerlandais. Pour eux, tout ce qui est niveau de la mer et tout, l'adaptation pour les affaires de l'eau sont vraiment deuxième nature. Donc, il a été très efficace pour communiquer. Mais lui, quand il a parlé aux autres commissaires, il a eu vraiment des discussions là-dessus, donc même au niveau politique. Par la suite, on a eu ce choix de garder les deux, adaptation et résilience. Peut-être un peu plus en se portant sur le but, la résilience. Et ça, c'était vraiment aussi un choix. Et je voudrais aussi parler des discussions qu'on a eues, pas seulement au sein de la stratégie, mais en général. On parlait, nous, dans nos documents, de résilience avant la pandémie, résilience tout court, et tout le monde comprenait qu'on parlait de résilience au changement climatique et aux impacts. Après, par la suite, on a eu vraiment une inflation de l'usage de ce terme. Et maintenant, on a les plans de résilience et pour la suite, pour la reconstruction après la pandémie. Donc, on parle de résilience partout et on a été même dans nos documents forcés de rajouter pour la première fois résilience au changement climatique. Et maintenant, on parle de résilience, y compris au changement climatique. Donc, c'était très, très, très important de faire ça. Et juste pour l'anecdote, on parle aussi au niveau de l'ONU, il y a ce concept qui en anglais, le concept est le Build Back Better, reconstruire en mieux, qui lui aussi était jusque-là vraiment le domaine de l'adaptation. Mais maintenant, il a été rendu très, très, très visible, même au niveau à l'échelle globale, parce que le plan du président américain Joe Biden, il est appelé Build Back Better. Donc, vous voyez, c'est aussi beaucoup plus de visibilité aux concepts qui ont été développés au sein d'adaptation et de management des désastres. Donc, tout ça pour le cryptage et décryptage et le choix des stratégiques, je dirais, des mots et des concepts. Je voudrais aussi une autre petite anecdote en parlant de résilience. C'est le fait de parler pour la première fois d'une résilience juste. On a la transition juste, qui est un concept assez bien établi à l'heure actuelle au niveau des discussions européennes. On parle des aspects de justice sociale, de la transition verte, de la transition écologique, pour éviter qu'il y a des régions qui sont trop investies dans le charbon, par exemple, de les abandonner en quelque sorte. Mais il faut aussi porter ces discussions au niveau de l'adaptation, donc une résilience qui soit juste, pour éviter que, effectivement, c'est seulement ceux qui peuvent se le permettre de s'adapter et de se protéger des impacts, on peut mettre sous un bouclier d'adaptation et de résilience. Aussi, maintenant, il faut parler de ce concept de résilience juste et d'avoir ces aspects de justice. Et c'est aussi pour moi, personnellement, c'est une des réussites et une des nouveautés. On parle de ce concept, c'est juste le début, donc on ne propose pas des fonds spéciaux pour ça, mais on pointe déjà de ressources financières, mais aussi politiques qui peuvent aider dans
dans ce nouveau concept et ces aspects de vulnérabilité et des équilibres au niveau de la résilience sont très importants et ils seront beaucoup plus dans le futur. Pour votre deuxième question, en termes des outils, c'est vrai, on se penche beaucoup sur les connaissances et sur l'innovation et c'est un peu dans la structure de la stratégie, on parle d'abord de l'adaptation plus intelligente et là, on veut aussi soutenir beaucoup plus le développement, par exemple, des outils de modélisation. Et l'ambition, là, est très importante aussi. On parle des mots, de pousser un peu l'état de l'art vers une modélisation au niveau des actifs. Donc, on parle, et c'est ce que le vice-président de la commission parlait dans la conférence de presse, par exemple, il parlait vraiment aux citoyens, aux individus qui, par exemple, vont s'acheter une maison. Il faut d'abord qu'ils puissent savoir tout sur le passé de cette maison, combien d'inondations ont eu lieu dans cette zone. Je sais que pour la France, si je ne me trompe pas, ça c'est déjà faisable et ça c'est déjà connu, mais c'est pas du tout une pratique répandue à l'échelle européenne. Donc d'abord connaître le passé de cet actif, de la maison, mais aussi pouvoir savoir un peu le futur. Le type de risques qui seront dans la zone et aussi sur le bien même d'ici 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et c'est très important d'avoir toutes ces images aussi pour des investisseurs, aussi pour des PME qui veulent se implanter dans une région, aussi pour avoir des usines et tout un peu. Donc ça, c'était la modélisation, l'état de l'art. On parle aussi de cet outil assez bien développé pour l'instant qui s'appelle Climate Adapt. C'est une plateforme européenne de connaissances, mais on veut beaucoup plus investir là-dessus. Juste pour vous donner un exemple, pour l'instant, tous les articles, tous les documents qui sont repris là-dessus, et il y en a beaucoup, sont seulement en anglais. Et on a cette ambition de les traduire et de les rendre beaucoup plus accessibles, pas seulement en français, bien sûr, ce serait déjà très, très important, mais aussi dans les langues et les États plus petits de l'Europe où il y a des acteurs qui n'ont pas les capacités d'abord de pouvoir lire en anglais et après de comprendre toutes les complexités de ces données. Donc, on veut vraiment un peu démocratiser l'accès à ces informations. C'est juste quelques exemples. Merci. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons le projet avec le CEREMA en particulier, avec lequel nous avons une convention justement de faire une plateforme comme ça. On prendra contact avec vous pour que tout ça soit rationalisé. Merci de cette première approche. Alors, je voudrais faire réagir en fait Magali Reyetsatsit pour qu'elle nous dise finalement comment elle considère cette stratégie attendue, hein, quand même. On peut dire qu'elle était attendue, donc voilà. Et d'autre part, évidemment, avant tout comme scientifique, comment elle considère donc les fameuses, et ça a fait, je ne le dirai jamais, donc les solutions fondées sur la nature, en l'occurrence, oui, je n'arrive jamais à dire, je m'embrouille en disant les principales lettres, donc qui est quand même que vous développez beaucoup, et quel est son regard de scientifique sur tous les instruments justement d'observation, puisqu'en plus vous souhaitez dans votre stratégie créer un observatoire adaptation santé. Donc il y a effectivement un fléchage sur la santé. Enfin voilà, je voudrais nous voudrions écouter sa voix de scientifique sur cette stratégie. Merci Magali. Alors, la première chose, effectivement, c'est que c'est bien qu'elle arrive. Ça arrive quand même un peu tard. Mais finalement, c'est assez symptomatique de cette adaptation où on voit que c'est quand même encore, malgré tous les efforts qui sont faits, le parent pauvre des politiques climatiques. Juste pour donner un exemple, la loi climat-résilience
qui est en train d'être discuté aujourd'hui en France. Alors certes, ce n'était pas le but au départ de la loi, mais quand même extrêmement silencieuse sur ces questions d'adaptation. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut parler effectivement d'une loi résilience. Comme, si vous me permettez juste, comme la Convention citoyenne pour le climat, puisque l'une sort de l'autre, il y a Exactement. un mot sur l'adaptation dans la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est très intéressant parce que justement, le découplage entre adaptation et atténuation, qui était un petit peu au départ du discours de Lydie, même si c'était pas, j'entends très bien que c'est, voilà, mais c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux parce que il est absolument nécessaire de tenir les deux ensemble. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que tous les efforts d'atténuation qui ne sont pas faits augmentent mécaniquement les efforts qu'il va falloir faire en termes d'adaptation. Et on sait très bien aujourd'hui que l'atténuation peut devenir un prétexte pour ne plus engager les démarches nécessaires en termes d'adaptation. Autrement dit, ce qu'on voit d'abord, c'est que, y compris dans l'évaluation, il serait nécessaire d'avoir des évaluations couplées, des politiques couplées, parce que si on veut avoir une démarche systémique, il est évidemment nécessaire de montrer comment les politiques d'adaptation qui sont mises en œuvre doivent être en permanence revues par rapport à ce climat qui change et par rapport aux efforts d'atténuation qui se font ou ne se font pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'adaptation, alors Guillaume Simonet l'a très bien montré dans ses travaux, hein, l'adaptation n'est pas quelque chose qui est déconnecté des territoires et des sociétés et qui serait uniquement une réponse par rapport à des impacts climatiques. Nous avons des territoires et des sociétés, une vision assez fixiste qui consiste finalement à se dire que les sociétés vivent dans un état stable et que de temps en temps, il y a des menaces qui arrivent, des impacts, et puis qu'elles s'adaptent, en réalité qu'elles s'ajustent, c'est-à-dire qu'elles répondent au tac, et que quand la réponse est finalement adaptée, adéquate, on la garde. Et c'est ce qui amène à des adaptations qu'on dit incrémentales, c'est-à-dire que pas à pas, par essai-erreur, et on avance. Sauf qu'on sait très bien que d'abord, les sociétés, comme on dit dans les copies de dissertation à l'école, hein, de tout temps, les hommes se sont adaptés. C'est d'ailleurs un des arguments des climato-sceptiques qui nous explique qu'il n'y a pas de problème, on y arrivera. Or, effectivement, le problème aujourd'hui, c'est que nos sociétés sont en train de devoir s'adapter à des changements très rapides et très brutaux qui sont liés effectivement aux mutations climatiques et à tous leurs impacts systémiques, mais qu'elles doivent aussi faire face à d'autres menaces et d'autres risques et d'autres pressions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le climat. Et donc, derrière, évidemment, c'est cette capacité des sociétés à absorber le changement et à se transformer, et dans le cadre du climat, effectivement, à se transformer pour répondre d'une part aux impacts du climat, mais également à l'atténuation. Parce qu'en réalité, l'atténuation demande une transformation structurelle. Et c'est pour ça que le terme de transition me semble particulièrement intéressant, parce que le terme de transition climatique permet de tenir les deux bouts, c'est-à-dire l'ensemble des transformations structurelles qui vont devoir être mises en œuvre pour répondre aussi bien aux efforts d'atténuation qu'aux efforts d'adaptation. Et typiquement, les solutions fondées sur la nature font partie de ces instruments qui vont permettre, dans certains cas, d'avoir une vision à la fois en termes d'atténuation. Vous allez pouvoir permettre, par exemple, par des puits de carbone, de stocker du carbone, etc., mais aussi d'avoir des effets sur l'adaptation. Et donc, cette idée de systémique, elle est, à mon sens, assez absente des stratégies. Le deuxième point, moi, qui me frappe dans la stratégie d'adaptation, mais qui me frapperait aussi dans le PNAC d'une certaine façon, c'est que justement, ces stratégies dessinent des grands traits, des grands chapeaux. Mais à l'intérieur, moi, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va évaluer tout ça. J'ai du mal à voir comment on va évaluer tout ça parce que précisément dans les objectifs, quels sont les objectifs? Comment est-ce qu'on les chiffre? Comment est-ce qu'on se fixe quelque chose à évaluer? On en est encore très loin. Et on voit d'ailleurs ici la différence avec l'atténuation. Où l'atténuation, on s'est fixé une réduction de temps, etc. En termes d'adaptation, qu'est-ce qu'on se fixe? Est-ce que c'est par exemple, on pourrait très bien dire, on veut une stabilisation des pertes liées au changement climatique
en termes de dommages liés aux catastrophes naturelles. Je vous donne un exemple. Alors, c'était déjà très compliqué parce que, là encore, le climat n'est pas responsable de tout. Le rapport d'Antec de 2018, qui est extrêmement bien fait et qui, je trouve, est extrême, enfin, le rapport sénatorial est quand même une mine ici d'informations et de renseignements, rappelle bien que, par exemple, sur les questions de catastrophes naturelles et d'augmentation des coûts, si on s'en tient aux catastrophes hydroclimatiques, le changement climatique est responsable de 30 à 40%. Le reste, c'est des pratiques d'urbanisme, d'exposition, de vulnérabilité qui ne sont pas forcément adaptées justement à l'existence des menaces. Alors ça a deux conséquences, deux conséquences différentes. La première, c'est qu'effectivement, je crois que le point que Bettina a soulevé sur la question des concepts est extrêmement important. Parce que les mots, d'une certaine façon, sont performatifs. C'est-à-dire que le fait d'introduire un nouveau vocabulaire ou de changer le sens des mots dans les pratiques va changer de fait les pratiques professionnelles et la manière dont les acteurs vont mettre en place les choses. Quand, par exemple, on parle, dans le chat, il y a une question très intéressante sur transition écologique plutôt que climatique. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'effectivement, écologique est plus large. Et effectivement, les services fondés sur la nature ont aussi un impact sur l'érosion de la biodiversité et ont aussi, normalement, des impacts économiques, sociaux, en termes de bien-être. C'est pour ça d'ailleurs que le rapport du GIEC, le futur rapport du GIEC, met vraiment au centre, y compris de l'atténuation, les questions de co-bénéfices. Ces co-bénéfices, c'est justement un des outils qui permet de penser systémique. Donc, effectivement, ici, il faudrait davantage creuser les questions de réduction de l'exposition, de réduction de la vulnérabilité, qui n'est pas identique à l'exposition. On peut être exposé et pas vulnérable. Pour moi, il y a un grand absent de la stratégie, c'est la question d'habitabilité. Qu'est-ce que ça veut dire demain habiter des territoires dans un climat qui change? Et donc, vous voyez que derrière, on a un ensemble de concepts qui sont effectivement déjà beaucoup utilisés dans d'autres champs. Le Build Back Better, ça a été introduit dans le champ de la réduction des catastrophes naturelles, des risques de catastrophes, notamment dans le cadre de Sendai, le cadre d'action de Sendai, qui est quand même quelque chose d'assez ancien, 2015-2030. Et donc, cette question-là, elle est vraiment déjà très, très abordée dans le champ des catastrophes naturelles. Et donc, on voit aussi aujourd'hui comment la segmentation de la recherche, la segmentation des politiques publiques, elle joue aussi dans cette difficulté à tenir ensemble un ensemble d'instruments. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le deuxième point. Il manque probablement une évaluation de tous les outils qui existent déjà sur les territoires et dans les sociétés et qui mettent en place déjà des mesures d'adaptation. Il y a des termes dans cette stratégie qui sont extrêmement intéressants que j'ai relevés. Par exemple, la question de la préparation, preparedness. Cette question de la préparation, elle existe déjà dans un ensemble d'instruments, au niveau français par exemple, qui demandent à être améliorés, mais elle existe. La question de la réduction de la vulnérabilité, de la réduction d'exposition, elle existe à travers un ensemble de textes. Dans le cadre de la prévention des risques hydroclimatiques, on a beaucoup de choses. Mais on aurait aussi énormément de choses du côté de la biodiversité, du côté de l'eau, du côté de l'agriculture. Donc, si vous voulez tout ça, c'est aussi l'idée qu'il est nécessaire, d'une part, de faire un état des lieux précis de tout ce qui existe pour le rendre plus performant et l'articuler de façon beaucoup plus efficace, y compris avec l'idée à l'intérieur d'avoir un climat qui change. Je donne un exemple très concret. Les plans de prévention des risques aujourd'hui en France sont calés sur des aléas qui ne sont pas eux-mêmes articulés avec les scénarios du GIEC qui permettraient de montrer que, effectivement, la contrainte qu'on va mettre sur l'urbanisme à un temps donné, sur un aléa de référence, va probablement devoir évoluer dans le temps parce que le climat change. Et donc, cette idée aussi, et ça serait le troisième point sur la stratégie, de mon point de vue, cette stratégie, elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisamment articulée, elle est trop statique. Elle manque d'une vision dynamique. Et quand vous dites, on va avoir un temps d'évaluation tous les 5 ans, je suis désolée, mais tous les 5 ans, ça veut dire que d'ici 10 ans, la stratégie, elle est revue une seule fois. C'est trop tard. C'est trop tard parce que, et on le voit avec la crise Covid, on a
des récurrences d'événements et d'instabilité qui justement fait qu'il faut une évaluation précise avec des objectifs précis qui seront revus et que l'adaptation doit être exactement soumise aux mêmes instances d'évaluation que l'atténuation. Le Haut Conseil pour le climat donne chaque année son avis sur la poursuite de la stratégie bas carbone. On devrait avoir exactement la même chose sur l'adaptation. Ce qui veut dire derrière, se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une transformation structurelle, où est-ce qu'on veut aller, et se donner aussi la possibilité de réadapter la stratégie d'adaptation en permanence par rapport effectivement à un ensemble de paramètres qui pour l'instant ne sont pas connus. Et donc, c'est vrai qu'on avance, mais d'une certaine façon, on avance trop doucement par rapport aux enjeux. Et on avance trop doucement par rapport à l'opportunité que l'adaptation donnerait aussi pour l'atténuation. C'est-à-dire que l'adaptation doit être aussi vue comme un instrument pour accélérer les politiques d'atténuation à travers ses co-bénéfices. Il y a 2 points que j'aimerais quand même souligner dans la stratégie que je trouve extrêmement pertinents. Le premier, la stratégie parle d'une idée que moi je trouve vraiment forte, c'est de dire que l'adaptation n'est pas simplement un coût. Et là, je pense qu'on est vraiment dans cette continuité d'expliquer, et ça c'est très, alors en France ça a un sens très particulier, mais que comme le risque, la catastrophe n'est pas du tout quelque chose de forcément négatif. Ça peut être aussi une opportunité à condition de se préparer en avant, et c'est ça le Build Back Better. C'est effectivement derrière de se préparer pour permettre que la catastrophe ou que l'impact ou que la pression soit finalement une source de co-bénéfice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit sur la résilience juste, modulo 2 choses. La première, c'est que la justice n'est pas quelque chose d'objectivable. La justice doit être discutée, c'est un enjeu politique. Et selon les sociétés, selon les types d'acteurs, le contenu qu'on va donner à la justice n'est pas le même. C'est aussi pour ça qu'il est difficile en termes d'adaptation de donner des buts et encore plus de résilience, parce qu'effectivement, le better dans le Build Back Better n'est pas quelque chose de consensuel. Et donc, derrière, ça veut dire qu'il y a besoin effectivement de débats politiques, non seulement pour définir les buts et s'accorder sur les buts, mais aussi définir les chemins qui vont nous y emmener. Sachant, et c'est très bien dit dans la stratégie, qu'on a effectivement derrière ce que vous appelez le triple dividende, c'est-à-dire une diminution des pertes et des dommages, une augmentation des co-bénéfices en termes d'innovation, en termes d'augmentation, alors ça peut être des PIB, de ce que vous voulez, et derrière, effectivement, en termes de co-bénéfices par rapport à la société et de réduction des inégalités. La question que je me pose, c'est que la stratégie met en place deux focales, une sur les connaissances, une sur le local. Sur les connaissances, je vous rejoins tout à fait. Je pense effectivement qu'il y a besoin de développer les connaissances et de cesser de séparer la connaissance technique de la connaissance sur les sociétés. Pour suivre ça de très près, les politiques européennes en termes de recherche sont encore extrêmement réduites du point de vue de la connaissance des sociétés et de la place des sciences humaines et sociales dans ce travail. Les sciences humaines et sociales ne se réduisent pas à l'économie. Et à un moment donné, il va falloir remettre sur le débat, il va falloir aider ces sciences sociales à apporter de la connaissance pour accompagner les territoires, les individus et les collectifs. Non pas en termes d'acceptabilité, parce que là, on est encore dans une logique verticale, mais bien en termes d'appropriation par l'ensemble des parties prenantes des actions. Le deuxième point est cette insistance sur le local. Nous sommes tout à fait d'accord, et quand on regarde les personnes qui sont en train de suivre cette conférence, on a un enjeu sur les territoires qui est important, sauf que l'enjeu des territoires, et c'était le risque de la résilience, ne doit pas servir de prétexte pour un transfert des responsabilités et des coûts de la sécurité vers le local. Et a fortiori dans un contexte post-Covid où nous savons tous que les finances locales vont être extrêmement touchées et que les difficultés sociales sur les territoires vont être massives et majeures. Et donc l'idée, et c'est à mon sens un petit peu ce qui manque dans cette stratégie, c'est la difficulté à poser les articulations d'une gouvernance multi-acteurs et multi-échelle
qui redonnent leur place aux États, à l'Union bien sûr, en termes de définition des grandes orientations et en termes aussi d'accompagnement et de soutien au territoire, qui manque effectivement, dans certains cas, de compétences techniques, qui manque de financement, qui manque de ressources humaines. Parce qu'il est trop facile de faire peser en bout de chaîne la responsabilité sur des territoires qui ne sont même pas forcément responsables de ce qui est en train de leur arriver. Et avec derrière le risque, c'est de faire peser sur des groupes d'acteurs, là aussi, je pense par exemple aux agriculteurs, la responsabilité est de l'action et de l'inaction. Et par exemple, la stratégie, on voit bien que sur les questions de PAC, il y a un enjeu fondamental à retravailler la PAC pour intégrer ces questions d'adaptation, accompagner les transformations structurelles des agriculteurs et de l'agriculture dans un esprit là, de transition juste. C'est-à-dire pas simplement de faire des agriculteurs des jardiniers du paysage, mais bien de leur donner la possibilité d'avoir un revenu décent, des conditions de vie décentes, et qui touchent évidemment l'ensemble des secteurs, aussi bien la santé. Et là, on voit la dimension systémique, et on voit cette articulation des politiques d'en haut vers le bas, avec ces enjeux effectivement d'aménagement du territoire et des territoires qui sont derrière fondamentaux. Et c'est sans doute le dernier point. Il me semble que la stratégie rate un peu cet aspect-là d'aménagement et que pour la première fois, on aurait peut-être l'occasion d'avoir une pensée de l'aménagement à l'échelle européenne, avec ensuite une déclinaison nationale et locale, qui me semble absolument là aussi fondamentale en termes de solidarité entre territoires et entre groupes sociaux. Merci Magali. Liviu, vous voyez le nombre de questions que vous avez. Et alors, je ne vais pas vous décourager, mais elles sont encore plus nombreuses dans le chat si vous avez un moment pour les lire, puisque je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je voudrais donner maintenant la parole à Jérôme Duvernois, qui donc porte en France le plan national d'adaptation au changement climatique. M'associer à ce qu'a dit Magali sur la qualité du rapport sur en fait l'adaptation au changement climatique qui a été fait par deux sénateurs en l'occurrence, voilà, et dire que nous, au Comité 21, nous sommes très associés aux travaux de Climate Change et que nous portons cet aspect d'adaptation, et nous allons d'ailleurs continuer dans l'année qui vient. Alors, Jérôme, moi, ce qui me frappe, et je pensais à ça en écoutant Magali, c'est que l'article 7 de l'accord de Paris dit très clairement que les parties doivent s'accorder pour un objectif mondial d'adaptation. Donc, en l'occurrence, Liviu répondra sur le plan de l'Europe à ça. Mais comment vous ressentez-vous cette stratégie ? Comment avez-vous, alors je vais reprendre mon terme qui a plu à Liviu de tricoter, comment les deux stratégies peuvent être rapprochées en fait l'une de l'autre, le plan d'une part, la stratégie. Est-ce que vous ressentez les mêmes lacunes que celles décrites par Magali et par ailleurs, comment ressentez-vous cette idée dont je parlerai à la fin, que nous portons dans notre rapport sur la grande transformation qui est paru il y a un peu moins d'un an, sur la nécessité d'une loi en France là-dessus? Très bien, merci d'abord de m'avoir invité. Effectivement, c'est très intéressant de pouvoir tricoter ou détricoter ensemble cette stratégie européenne, stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique, pour reprendre les termes exacts. Alors la France on va dire, est impliquée bien sûr dans cette stratégie depuis très longtemps, hein. Je ne vais pas reprendre l'historique de manière très forte, mais on peut rappeler que la première stratégie de l'Union européenne a été publiée en 2013 et qu'à partir de là, il y a eu la création d'un groupe de travail justement pour suivre cette stratégie, hein. On appelle le Working Group sur l'adaptation, le WG6, hein, auquel la France bien sûr fait partie. Moi, j'ai moi-même participé à la première réunion de ce groupe le 25 mars 2014, hein. Ça commence
à dater. Et la dernière réunion, eh bien, c'était hier. Ça date un petit peu moins. Alors, la France a participé à l'évaluation de cette première stratégie, hein, puisque ça a été aussi un des piliers pour la révision de la stratégie, la publication de la stratégie 2021. Alors la France a participé en tant qu'État membre, mais pas uniquement. Il y a eu d'autres participations on va dire d'organismes ou même de particuliers au niveau de la France, puisque je crois qu'il y a eu au total sur cette consultation publique qui a terminé en août 2020, il y avait 956 réponses sur l'ensemble de l'Europe. On voit que l'adaptation, effectivement, mobilise quand même beaucoup de personnes. Alors pour la révision de ces stratégies, il n'y a pas eu que cette consultation, il y a eu aussi des interviews d'experts. J'ai noté qu'il y a eu 3 Français qui ont été interviewés parmi les 40 experts interviewés au niveau de l'Europe. Alors moi, je fais partie d'un de ces trois Français, j'ai eu ce privilège. Et il y a eu également aussi des ateliers des parties prenantes, hein, qui ont été organisés. Et j'ai noté donc 9 participants français à ces ateliers. Alors, comme l'a bien dit Liviu, alors la stratégie n'est pas un texte contraignant, ce n'est pas un texte législatif comme pourra l'être ou comme le sera la loi climat européenne. Et donc, ce texte n'a pas été négocié ligne par ligne par les États membres. Donc, pour reprendre la deuxième partie de la question, l'articulation avec le plan national d'adaptation au changement climatique. Alors, bon, la politique de la France, elle ne date pas de maintenant. Alors, on a commencé dans les années 1990 hein, avec un socle de connaissances qui était basé sur le programme GICC, donc Gestion des impacts du changement climatique, qui a commencé à la fin des années 90. Et puis quelque chose d'assez emblématique, ça a été la création de l'ONERC, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, qui a 20 ans quasiment jour pour jour, puisqu'il a été créé le 19 février 2001. Et donc on voit, bon, la France a toujours été un petit peu, on va dire, un petit peu en avance par rapport à l'Europe, parce qu'il a peut-être permis à l'Europe de bénéficier de l'expérience française, puisque bon, notre première stratégie a été publiée en 2006, hein, notre premier plan national d'adaptation au changement climatique a été publié en 2011, et donc le deuxième plan a été publié en 2018. Alors bien sûr, donc, du fait de ces implications de la France au niveau européen, bon, on retrouve parfaitement une certaine cohérence entre que ça soit la stratégie française, ou le plan national d'adaptation français ou la stratégie européenne. Alors je ne vais pas les citer tous, hein, je vais en prendre seulement 3 exemples. Hein. On a bien vu à la base de l'action, il faut toujours un socle de connaissances, que ce soit au niveau de l'augmentation des connaissances avec des programmes de recherche, mais aussi avec de la diffusion de ces connaissances, que ce soit à tout niveau, hein, que ce soit au niveau des élus, mais au niveau du grand public. Alors on peut citer dans la stratégie, comme dans le PNAC, la création de services climatiques. Hein. Alors que ça soit Copernicus au niveau européen ou que ça soit DRIAS, les futurs du climat au niveau français, avec notamment une nouvelle mise à jour avec DRIAS 2020. Alors on va dire, qui est très scientifique et alors qui a été aussi complété par Météo France, par le site, l'application web Climat HD, qui est vraiment très très facile d'accès. J'ai vu aussi dans le chat l'allusion au centre de ressources d'adaptation au changement climatique, donc qui est une des mesures du plan national d'adaptation et dont la réalisation a été confiée au CEREMA et à l'ADEME. Alors un deuxième point qui a été soulevé, bon,
qui est commun aux deux, c'est l'inclusion de l'adaptation dans toutes les politiques sectorielles, que ce soit au niveau Europe ou au niveau France. Alors, comme disait Paul Vergès, Paul Vergès était le premier président de l'ONERC, malheureusement décédé. Alors lui, il aimait à dire que quand toutes les politiques incluraient de l'adaptation, il n'y aurait plus de nécessité d'avoir une stratégie d'adaptation au changement climatique ou un plan d'adaptation au changement climatique, hein, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau français. Mais je pense qu'on en est loin encore de là. Je pense que, et bien sûr, à cause des difficultés qu'on peut rencontrer pour inclure donc l'adaptation dans toutes les politiques sectorielles. Alors on a parlé de la PAC, mais c'est aussi valable pour les politiques commerciales, toutes les politiques à tous les niveaux. Et un dernier point que je voulais soulever donc, dans ce tricotage, on en a également parlé, donc c'est la mise en avant des solutions fondées sur la nature. Alors, on l'appelle SFN, ou plutôt aussi SAFN, pour solutions d'adaptation fondées sur la nature. Alors, c'est intéressant aussi de voir je dirais le parallèle entre la Commission européenne et la France, puisque l'agence, par exemple, l'agence pour l'environnement européen, donc l'AE, a publié un rapport sur le sujet, quasiment en même temps que l'ONERC a publié son rapport sur les solutions fondées sur la nature en 2019. Et par contre, on peut peut-être aussi noter, on va dire, quelques petites divergences de vues. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des divergences ou peut-être des incompréhensions. Alors, c'est surtout sur tout ce qui est utilisation de l'assurance pour, on va dire, combler un peu les gaps, enfin tout ce qui n'est pas facilement gérable par d'autres moyens. Alors, l'avis de la France, c'est que ça soit de manipuler l'assurance d'un point de vue avec précaution, puisqu'il faut aussi que le système assurantiel soit lui-même résilient. Parce que s'il n'est pas résilient, c'est tout le système qui s'effondre et donc peut-être avec tout un pan qui peut s'effondrer. Voilà, alors c'est difficile d'aller plus loin à ce stade puisqu'il y a bon, la stratégie n'est pas sortie il y a très très longtemps. Puis je ne vais pas non plus monopoliser tout le temps de parole. Hein, Non, mais vous avez été extrêmement sage dans votre temps de parole. Merci beaucoup. Alors, je vais redonner la parole à Liviu parce qu'il a une suite de questions. En fait, il ne le savait pas, mais cette très aimable invitation était un piège, il a bien compris. Voilà. Et donc, il a toutes sortes d'attentes de la part du public. Alors, je vais en rajouter une ou deux, en fait. Moi, j'ai été un peu étonnée de la réaction en particulier de Pascal Canfin, qui d'habitude, en plus, s'entend très bien avec M. Timmermans. Donc, je voudrais savoir si cette réaction un peu vive comment dirais-je, annonce un débat vif également au Parlement, puisque je crois que la discussion, me semble-t-il, doit se situer en juin hein, pour l'adoption, enfin, sauf à me tromper. Et est-ce que, par exemple, le Parlement va vous demander, est-ce que vous avez déjà des contacts pour rajouter un certain nombre de choses à cette stratégie? Et ma deuxième question, je l'avais dit avant l'intervention de Jérôme Duvernois, est-ce que Magali en a parlé. Est-ce qu'il y a des travaux pour plus précis dans l'avenir pour se fixer un objectif et surtout, qu'est-ce que ça peut être un objectif d'adaptation? Peut-être d'ailleurs, Magali, le Haut Conseil pour le climat qui avait en projet, je crois, un rapport sur l'adaptation, en l'occurrence au changement climatique, on parlera. Mais c'est vrai que même si c'est très difficile à réaliser, d'une part techniquement et d'autre part politiquement, le fait d'avoir un objectif
clairement, je veux dire, dans l'atténuation, hein, entre 1,5 et 2, d'une part, et d'autre part, des objectifs maintenant déroulés sur le plan européen de manière très claire avec ce fameux 55% adopté par le dernier Conseil, je dirais, voilà, c'est un cap. Bon, après, il faut le respecter, mais c'est un cap. L'adaptation, c'est effectivement infiniment plus compliqué. On en est tous absolument conscients et on le voit bien d'ailleurs à travers la directive adaptation dont un des intervenants parle, de la norme adaptation, la norme ISO, pardon, dont un des intervenants parle. Mais voilà, dites-nous un peu quels pourraient être les travaux ultérieurs. J'ai été d'ailleurs moi-même assez étonnée qu'on en parle très peu pendant le sommet adaptation qui s'est passé en janvier, un peu par visio forcément, qui a été quand même un moment très intéressant parce que c'est quand même la première fois que des chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à aussi haut niveau et les débats, en tout cas les engagements étaient intéressants. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le compte-rendu de ce sommet sur le site du comité 21. À vous et bon courage, Liviu. Merci beaucoup. Bon, il y en a beaucoup, les questions. J'espère qu'il y a aussi des réponses. Et pour ça, il faut vraiment aller regarder dans le texte parce que, comme je disais, c'est extrêmement riche. Vous avez parlé de 20 pages. Je pense que la version française du texte est même plus longue que la version anglaise. Je pense qu'on est à 28 pages. Pour Ça, c'est classique. Oui, non, bien sûr. Je veux dire que aussi, en plus de cette vingtaine de pages, il y a 200 et plus de pages sur ce qu'on appelle en impact assessment, l'analyse d'impact de la stratégie, où là, on s'est vraiment investi là-dessus. Il n'y avait pas une obligation comme pour les propositions de loi où il y a cette obligation d'avoir cette analyse d'impact. Pour les stratégies, il n'y en a pas au même niveau, mais nous, on a choisi, effectivement, on a pris cette décision de avoir une analyse d'impact pour effectivement bien fonder toutes les propositions, toutes les actions qu'on proposait, toutes les analyses, tous les concepts dont on parle dans la stratégie. Donc ça rajoute un peu plus de poids à la discussion et aussi je vous invite à regarder et même parce qu'on est un peu en version iceberg là, même au-dessus de ça, il y a des centaines de pages d'études qu'on a fait sur ce qui est modélisation pour l'adaptation. Pour chaque proposition, par exemple, il y a une des actions qui sont proposées et qui relève d'une des questions que Magali, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, a mis le point sur l'aspect local et le soutien qu'on peut donner en plus de financements qui existent et qui sont assez bien repérés. Il y a des outils, il y a cette convention des maires qui effectivement donne l'occasion aux partenaires de cette convention à trouver les moyens de financement à l'échelle européenne. Mais en plus, là, comme je disais, on a une proposition d'action de renforcer cette convention avec un outil de soutien aux communautés locales, de renforcer cette dimension qui pour l'instant était absente. Pour l'instant, c'est juste un sorte de club où on échange et on trouve un peu d'infos, mais là, on veut vraiment la rendre plus active et de donner du soutien actif. Et pour cette proposition, il y a une petite étude d'une vingtaine de pages qui donne un peu de budget, de possibilités qui existent déjà, donc une petite analyse pour seulement cette action. Donc, ça veut dire que derrière tout ça, il y a eu beaucoup. J'ai pris l'occasion, pendant que les autres intervenants parlaient, de répondre à quelques questions par écrit qui ont été proposées. Je m'excuse pour le faute de frappe. Mon niveau d'écriture en français n'est pas top, donc je n'ai pas d'accent sur mon clavier qui est en anglais, malheureusement. Mais je vais d'abord me poser pour les réponses aux questions qui ont été soulevées par vous, Madame Laville, juste tout à l'heure, parce qu'ils ont été repris aussi dans le chat. Donc, j'ai vu que surtout
les propos de Pascal Canfin suscitent beaucoup d'intérêt. Je peux déjà vous dire qu'on a été en contact avec son équipe au sein du Parlement. On a parlé beaucoup à l'avant de l'adoption de la stratégie. On a expliqué un peu le contexte. Et sa position, bien sûr, doit être vue comme une prise de position politique. Donc, derrière toutes nos ententes et toutes les explications techniques qu'on a eues, bien sûr que, Jérôme l'a dit aussi, ce texte, la stratégie, c'est pas un texte légal, c'est pas un texte qui a été, j'oublie comment Jérôme l'a dit, mais il n'était pas négocié ligne par ligne comme on fait pour la loi sur le climat. Donc, je pense que pour le Parlement, la vraie bataille politique reste la loi sur le climat. Et c'est là où on est en train d'avoir ces négociations. Et je pense qu'il faut voir les propos du député dans cette clé de bataille continue. Et nous, au niveau de la commission, on peut dire que donc, déjà la proposition qu'on a mise sur la table, nous, la commission, la proposition de loi sur le climat, était déjà beaucoup plus forte en ce qui concerne l'adaptation. Et on a été très réconforté de voir que aussi le Parlement que le Conseil ont même renforcé cette visibilité. Et là, effectivement, on a parlé de articulation entre les stratégies nationales, telle que celle européenne. Mais en plus de ça, maintenant, je pense qu'une des propositions de compromis reste aussi sur le fait que toutes les initiatives de la Commission vont devoir prendre en compte l'adaptation donc dans leur analyse d'impact qui soit obligatoire. Ils vont devoir regarder aussi le possible impact sur l'atténuation et aussi, c'est le rajout du Conseil et du Parlement sur l'adaptation. Vous voyez, il y a une évolution assez importante. J'ai vu une question auquel je n'ai pas donné de réponse qui voulait savoir comment explique-t-on la lenteur des réactions des dirigeants. Ça, je pense qu'on a beaucoup et pas mal accéléré récemment, mais ce n'est pas assez, on le sait tous. Mais vous voyez qu'il y a ces évolutions qui sont très importantes. Aussi, je dirais aussi, pour ce qui est l'aspect politique, le Parlement européen a adopté une prise de position, en anglais ça s'appelle une resolution, je ne connais pas le mot en français, donc c'est une prise de position politique sur la future, à l'époque, donc c'était en décembre, stratégie d'adaptation, et je peux vous dire que ça nous a beaucoup influencé en termes de priorités, en termes de concepts qui sont repris dedans. C'est aussi un document très riche. Je pense que c'est aussi une vingtaine de pages, donc les suggestions du Parlement sont d'une longueur et ampleur pareille que la proposition même de la Commission. Donc, vous voyez, ils sont aussi très impliqués. Et ils parlent beaucoup de vulnérabilité, ils parlent beaucoup d'inégalité, de les aspects de santé qui sont aussi reprises pour la première fois dans cette nouvelle stratégie. Donc, on a eu ces échanges, même au niveau technique, mais au niveau des prises de position avec le Parlement. Et ça nous a aussi en quelque sorte encouragé d'avoir plus d'ambition. En ce qui concerne l'aspect, je pense que Magali disait que la stratégie est statique. Moi, je dirais, c'est même pour ce qui est, bon, en fin de compte, c'est en PDF, c'est un document qui n'est pas très interactif. Il existe aussi des versions interactives de ça. Et par exemple, cette plateforme européenne qui est hébergée par l'Agence européenne de l'environnement, Climate Adapt, a beaucoup d'outils interactifs qui aident les différents parties prenantes à se développer eux-mêmes des stratégies. Donc, il y a aussi une version dynamique de ça et on va essayer de la mettre au jour aussi avec les nouveaux concepts et les nouvelles priorités qu'on donne dans la nouvelle stratégie. Mais je voulais aussi dire le fait que la stratégie, nous, on la voit, vu son niveau assez haut de formulation et des différents concepts qu'on traite dedans, on la voit comme une stratégie avec de longue haleine. C'est pas, il y en a eu beaucoup pour
cette commission avec la présidente von der Leyen, il y a eu aussi pas mal de stratégies qui sont sorties un peu avant celle-là, qui sont en quelque sorte une sorte de plan d'action avec des cibles très très précis et où la plupart des actions se termineront d'ici 2 ans. Pour nous, effectivement, vu l'incertitude, vu les développements, vu l'ambition, on a préféré de se mettre le but en 2050, tout comme pour la neutralité dans la loi sur le climat, et aussi avec, on parle dans la stratégie, dans une sorte de mi-chemin en 2030, où on donne aussi une vision de comment l'implémentation, le succès va paraître. Mais vous devez aussi voir ça, comme je disais, en lien avec la loi sur le climat qui parle maintenant. Je pense que la position du Parlement était d'avoir une révision de la stratégie tous les 3 ans, alors que les États membres voulaient 5 ans. Donc, ça reste à négocier. Et je pense qu'il y a des arguments d'un côté et de l'autre. Mais dans cette vision dynamique, donc un peu le point soulevé par Magali aussi, ce qu'on a essayé de faire, et vous allez voir, c'est une des études sur lesquelles on se repose pour la stratégie, on traite un concept assez nouveau. On a eu au début l'ambition de l'implémenter déjà avec cette stratégie, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les données, on n'était pas assez mûr avec les différents concepts, donc on l'a proposé pour un futur développement et peut-être la révision d'ici 5 ans, ce principe verra le jour. Et c'est le principe d'une sorte de tableau de bord avec des indicateurs assez objectifs, assez quantifiés, mais aussi peut-être qualitatifs, qui sortent de sources comme l'ONU et qui engendrent de manière plus ou moins automatique des nouvelles ambitions et des nouvelles peut-être restrictions au niveau de financement. Et un des exemples qu'on donnait, donc c'est vraiment à titre hypothétique bien sûr, si le niveau des mers, par exemple, augmente au-dessus de 30 cm, par exemple, sur les côtes, il y aura donc, dès que ce seuil soit franchi, par une déclaration des experts, comme je disais, par l'ONU, automatiquement, il y aura, par exemple, je répète ça juste de manière hypothétique, il y aura plus de financement de l'infrastructure à une distance de 2 km de la côte, pour effectivement éviter qu'on investit dans des zones qui seront plus propices à ce genre d'investissement. Et là, on peut avoir aussi le lien avec, je pense, l'habitabilité dont parlait Magali, qui a été un peu caché derrière des différents concepts. Mais pardon, oui. pardon de vous interrompre là, mais oui, bien sûr. est-ce que est-ce qu'il y a des projets de directives donc, ou de règlements, textes ou contraignants, enfin, ou immédiatement applicables en ce qui concerne les règlements ou bien à transposer dans surtout ce que vous dites là, qui est très important, dans la stratégie européenne? On parle donc, comme je disais, on a étudié ça et ça c'est rendu public parce qu'on s'est dit que peut-être au niveau local ou au niveau national, il y aura d'autres qui seront prêtes ou seront mieux placées ou auront des données pour en fait, implémenter ça. Mais pour nous, au niveau européen, on ne l'a pas fait. Ouais. D'accord. C'est un texte d'orientation, comme l'a dit. Exactement. Mais ce qui reste après, quand même… à chaque pays de transformer ses orientations en obligations, effectivement. Sur le niveau de la mer en France, il y a déjà des obligations de construction dans d'autres pays, mais pas tous.
Effectivement, c'est ça. Donc, on reste, et ça, c'est très important. On a évité d'en poser des choses parce qu'on le dit souvent, l'adaptation est locale. Donc, il faut vraiment se méfier d'imposer des choses qui, ouais, qui seront mieux implémentées au niveau local. Mais juste pour vous dire, c'est aussi très important, c'est dans la partie de la stratégie où on parle de la réduction des risques liés au climat. Il y a quand même déjà des obligations et on parle là des orientations de la Commission, en anglais on appelle ça guidelines, en matière de résilience climatique. Donc le titre anglais c'est Climate Proofing Guidelines, de rendre les investissements résilients au changement climatique. Et pour l'instant, donc pour l'exercice budgétaire précédent, cette obligation était seulement pour les fonds structurels et seulement pour les investissements au-dessus de 500 000 euros, des investissements dans l'infrastructure. C'était seulement ces projets-là qui devaient parcourir ces orientations, ces guidelines, pour s'assurer que juste pour vous donner un exemple, un pont ou une autoroute résiste ou résistera pas seulement aux températures et au flux des rivières qui sont aussi aujourd'hui, mais d'ici 20 ans ou 50, même 50 ans, parce que ces infrastructures perdurent dans le temps. Donc, et ça existait dans l'exercice budgétaire précédent. Dans le nouveau, on a répandu l'obligation d'implémenter ces orientations aussi pour le programme d'investissement qui s'appelle InvestEU, aussi pour le fonds de transition juste. Et dans le texte de la stratégie, on parle d'une ambition d'élargir l'utilisation de ces orientations aussi pour les infrastructures qui sont financées par le privé et aussi, très important, au-delà de l'Europe. Et on a déjà des échanges, par exemple, avec Land. Eux sont très intéressés par notre expérience parce qu'eux aussi, ils veulent, en quelque sorte, climate proof, donc un peu mettre un bouclier de planning sur leurs investissements. Je pense peut-être s'il y a d'autres éléments qui sont intéressants à parler, donc juste résilience, ça c'est très important, ce que Magali disait, le fait qu'il faut développer ce concept en étant échange avec des chercheurs pour des projets financés par les fonds européens de recherche et innovation là-dessus. On appelle ça, il y a une initiative qui s'appelle Adaptation Without Borders, donc sans frontières, adaptation sans frontières, avec les Suédois et je pense les Allemands. Je ne sais pas si la France est impliquée là-dessus, mais eux sont très impliqués. Ils développent ce concept de juste résilience à l'échelle globale. Et ça, c'est un aspect que je trouve très important et qui sera très, très influent dans le futur. C'est le fait qu'on parle d'adaptation en Europe. Donc, nos compagnies et nos boîtes s'adaptent au changement climatique. S'il y a par exemple une sécheresse au Brésil qui influence les producteurs de café, l'adaptation en Europe veut dire qu'on va changer les chaînes d'alimentation vers les producteurs je sais pas, en Amérique centrale, par exemple. Donc ça, c'est une adaptation du point de vue européen, mais ça laisse une vulnérabilité aux Brésiliens qui sont impactés par ce choix d'adaptation. Donc, on parle souvent d'adaptation et de maladaptation, ou maladaptation, je ne sais pas si ça existe en français, mais il faut voir ça à l'échelle globale parce que ce qui peut être une adaptation au niveau local, ça peut s'avérer à être une maladaptation à l'échelle plus large. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à développer là-dessus. Merci, Livius, c'est très passionnant. Je vais Ouais. vous arrêter parce que je veux absolument que Sarah Dayan, que je remercie d'ailleurs d'avoir organisé ce séminaire et qui suit pour nous, donc au comité 21, les problèmes, enfin toutes les questions d'adaptation et de climat, nous fasse un peu le résumé des questions. Et puis, je laisserai ensuite tous les trois conclure et je redonnerai évidemment la parole à Jérôme et à Magali. On va essayer de tenir les temps, mais c'est un sujet riche et je vois que tout le monde se passionne. Je me félicite d'ailleurs qu'il y ait beaucoup
comment dirais-je, de personnes qui ont dans les différentes régions ou départements ou villes les questions d'adaptation qui sont présentes à notre séminaire. Sarah. Oui, disons que sur les 10 dernières minutes, on va peut-être prendre 2-3 questions. En parlant de ville, donc il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés vraiment en lien avec cette question d'adaptation au niveau des territoires. Par rapport à l'impact pour l'urbanisme, les questions d'aménagement et comment est-ce que on peut articuler donc ces enjeux d'adaptation en les intégrant dans ces projets-là. Est-ce que, par exemple, il faudrait revoir, c'était la question qui était posée, les grands projets qui sont déjà planifiés depuis ces X dernières années pour mieux y intégrer donc ces enjeux qu'on connaît mieux de jour en jour avec l'amélioration des connaissances et l'évolution des politiques également. Peut-être cette première question pour Magali ou Jérôme. Magali, vous souhaitez répondre? Oui, alors effectivement, c'est très intéressant parce que l'urbanisme est sans doute le champ de l'urbanisme et de l'aménagement, hein, c'est un des laboratoires les plus pertinents aujourd'hui de l'adaptation. Et très clairement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans tout ce qui est mis en place, hein, ce sont les collectivités territoriales et en particulier les villes qui sont moteurs et qui ont aujourd'hui tendance presque à déborder les niveaux nationaux dans l'innovation, dans l'inventivité, parce qu'ils sont proches du local. Alors la difficulté, c'est que ils font face d'abord à de nombreuses contraintes, parce que justement, on a ces contraintes réglementaires, on a un ensemble de choses qui vont faire frein. Il y a deux points intéressants, je pense. Ce qui se met en place aujourd'hui dans l'urbanisme, c'est notamment un urbanisme multifonctionnel qui permet en fait de répondre à un ensemble de sujets. Et d'une certaine façon, on voit même certains projets qui font de l'adaptation sans même avoir ça comme but. Simplement, en réfléchissant par exemple à des enjeux de bien-être, en réfléchissant à des enjeux de lutte contre les risques hydroclimatiques, en réfléchissant à des enjeux d'innovation ou de réparation du tissu économique, ils vont mettre en place en fait des politiques qui se révéleront pertinentes pour l'adaptation. Ici, j'ai un point à faire, c'est que je trouve très intéressant ce qui a été dit en tout début sur la question de la résilience, où on est obligé maintenant de spécifier à quoi. Ça fait des années que les chercheurs expliquent ça en disant « faites attention, on n'est pas résilient en soi et l'idée de fabriquer des villes résilientes ou adaptées est absurde. » C'est évidemment un objectif qu'on peut tous se fixer, mais on est bien d'accord, on n'est pas résilient à tout et à n'importe quoi, ni en tant qu'individu, ni en tant que collectif, ni en tant que ville. Par contre, effectivement, ce qu'on voit, c'est que des solutions qui sont apportées sur un secteur peuvent aussi être pertinentes pour d'autres. Et donc, dans l'évaluation, il serait nécessaire de regarder là où on a effectivement la transversalité la plus grande et les co-bénéfices les plus importants. Quand vous végétalisez, par exemple, une ville, quand vous allez développer du zéro déchet, quand vous allez développer du lien social, on voit bien que derrière, on a une convergence vers ce but qui est l'adaptation. Et pour l'avoir vu à Paris, sur la stratégie de résilience de Paris à laquelle j'ai participé, on voit très bien comment, en fait, on a pu agréger des discours et des objectifs très différents autour de la mixité sociale, autour des solidarités intergénérationnelles, autour de l'alimentation, autour d'un ensemble de sujets qui convergent vers effectivement une appropriation des sujets et donc le développement de capacités génériques d'adaptation et de résilience. Ça, c'est un point important. Maintenant, il me semble aussi que sur ces sujets d'urbanisme, il y a un ensemble de freins qui sont encore très mal appréhendés. En France, typiquement, c'est la question du foncier. La question foncière est aujourd'hui un blocage énorme et toutes les gens qui doivent mener des projets d'aménagement le savent. Cette question foncière, elle est bloquante parce qu'effectivement, elle empêche de retravailler ou de toucher le tissu urbain. Il faut bien comprendre là aussi que l'adaptation ne se fait pas sur un territoire où on a fait table rase. L'adaptation, elle doit d'abord prendre en compte les héritages. Même avec les mesures nouvelles sur les friches, vous pensez que ça ne bouge pas trop? C'est très compliqué en fait, parce que retoucher un tissu urbain qui est depuis longtemps urbanisé, qui est parfois en partie patrimonialisé, avec des habitants qui sont sur des trajectoires très longues d'occupation, avec des contraintes aujourd'hui fiscales, budgétaires, c'est extrêmement difficile. Je vous donne juste un exemple.
On a travaillé, j'ai été auditionnée par une commission du ministère de la Transition écologique sur les questions d'orage et d'impact des orages et du ruissellement urbain. Et une des questions, on est très vite arrivé à l'idée de comment est-ce qu'on adapte sa maison ou son immeuble. Et ça marche aussi bien pour l'atténuation par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qu'au confort 4 saisons et que derrière des enjeux autour des risques hydroclimatiques, etc. On sait que cette adaptation, elle coûte très cher. Les moments où on va pouvoir mettre en place ces opérations, c'est notamment au moment de la mutation du bien et au moment de l'héritage. Or, on sait qu'en France, on a deux temps, c'est les frais de notaire qui peuvent être réduits. On pourrait, par exemple, envisager des frais de notaire comme pour le neuf, c'est-à-dire vous achetez une maison, je vous réduis drastiquement les frais de notaire, mais vous faites les travaux. On pourrait également travailler sur, au moment de l'héritage, vous ne payez plus les droits de succession, mais en échange, vous vous engagez à mettre aux normes le bien. Sauf que derrière, ça a des impacts énormes en termes de retombées sur les territoires qui vont toucher derrière, par ces taxes, de la ressource. Donc, c'est tout un système qui est à remettre en place. Et on voit bien derrière que ces enjeux de foncier, ces enjeux fiscaux, ces enjeux doivent être pris ensemble, mais d'emblée, il faut un diagnostic en amont. Et donc, sur cette urbanisation, et là, c'est peut-être aussi un point qui peut être souligné par rapport à nos discussions, il ne faut pas que l'adaptation, comme c'est le cas de l'atténuation, retombe uniquement sur des politiques techniques. Parce que derrière, on risque non seulement de perdre l'appropriation, mais on risque de se priver de leviers essentiels de participation, d'engagement. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir des niveaux de crantage pour avoir des grands objectifs avec des secteurs prioritaires qui seront différents selon les États et les territoires. Et derrière, ensuite, des niveaux d'action et des modalités d'action qui doivent converger avec ce que je trouve, et je conclurai là-dessus, que ça soit sur d'ailleurs l'urbanisme ou sur l'agriculture ou sur les transports, les infrastructures critiques. On a besoin, et c'est ce que met le rapport d'ANPEC en avant, de réversibilité des mesures. Et là, pour la France, c'est compliqué, parce qu'en France, vous êtes dans une société patrimoniale où justement, on a tendance à figer les choses. Aussi bien dans le droit de propriété que dans la transmission par les héritages, que par la patrimonialisation urbaine qui fait la substance des territoires aujourd'hui. Et donc, la question de la réversibilité des mesures pour être capable de justement dépasser la maladaptation et de faire admettre que certaines mesures sont absolument nécessaires à un horizon de 5 ans à 10 ans, mais qu'elles doivent être ensuite détricotées parce qu'elles seront contre-productives à horizon de 15 ou 20 ans, est un changement radical que les acteurs des territoires et les services techniques ont complètement intégré, mais que ni les acteurs politiques, ni les acteurs économiques, ni les individus et les populations n'ont pour l'instant pris en compte. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, on le voit sur le risque DIC, par exemple. C'est vraiment un changement de configuration qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de mettre à l'agenda politique. Merci Magali. On pensait que la résilience était le mot compagnon de l'adaptation et ce séminaire aura sacré le tricot comme autre expression. Sarah, une autre question et si on veut maintenir l'horaire et libérer nos amis, c'est un peu la dernière, malheureusement, parce qu'il y en avait plein d'autres. Oui, je pense une dernière question intéressante. On a un peu moins parlé du secteur privé aujourd'hui, même si ça a été évoqué par Livio, la nécessité d'impliquer plus les acteurs privés sur ces dimensions d'adaptation. On sait qu'en ce moment, et d'ailleurs d'ici la fin du mois, une révision de la directive européenne sur la déclaration de performance extra-financière qui donc demande aux grandes entreprises notamment de fournir un certain nombre d'informations va être mise au jour. Et donc, on avait une question pour demander justement l'articulation entre ces questions d'adaptation et la DPEF. Est-ce que peut-être, Liviu, vous pouvez nous dire si dans cette nouvelle version de la DPEF, il est prévu de mieux y intégrer les actions d'adaptation que peuvent mettre en œuvre les entreprises, ou alors si ailleurs, il est prévu d'engager mieux les entreprises sur ces questions-là. Merci Sarah, c'est un sujet tout aussi large, je pense, mérite en soi un séminaire, l'articulation avec le secteur privé et comment les
les rendre plus actifs là-dessus. Mais sur ces questions précises-là, nous, on en parle pas mal dans la stratégie, parce que, comme je disais, on positionne la stratégie comme étant une boîte à outils qui aidera tant les acteurs publics que les acteurs privés, les PME, les grandes entreprises. Et pour le secteur privé, ce positionnement en tant que boîte à outils va les aider à répondre effectivement à ces attentes et à ces obligations qui sortiront j'oublie l'acronyme en français, mais oui, cette obligation de rendre public leur Performance extra-financière. voilà, donc de rendre public le degré d'exposition que leurs opérations ont au changement climatique. Donc, ils vont rendre ça public, ça va engendrer une sorte ça existe déjà Oui, mais ça va être... dans l'ensemble des critères, en tout cas dans la transposition française, c'est-à-dire dans l'ordonnance de 2017, l'adaptation est présente. Et donc, la question, c'est est-ce que ça va être plus précis et est-ce que surtout, ça va, puisque manifestement, la directive va être étendue à d'autres catégories d'entreprises, est-ce que ça va être aussi étendu à ces catégories? Oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas déjà vous dire ce qui va être dans la proposition, mais je peux déjà vous rassurer que ça va être le cas. Ça va s'étendre. Mais aussi, je voulais aussi rajouter l'autre outil qui est très important pour le secteur privé, et ça, c'est la taxinomie pour les investissements durables. Et il y a ce grand projet européen qui repose sur 6 piliers, dont un est l'adaptation au changement climatique. L'autre qui a été déjà développé, c'est l'atténuation. Les 4 sont la biodiversité, l'économie circulaire, l'eau, et j'oublie ce qui est le 6e. Mais donc, sur l'adaptation, on a déjà identifié des secteurs et des actions qui rendront les investissements privés, qui donneront le droit à ces investissements d'avoir un label positif de durabilité. Et ça va donner ça va motiver beaucoup plus les acteurs privés à investir dans ce domaine. Donc, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on travaille, on continue à travailler, très, très important. L'autre, mais on ne peut pas ouvrir, on n'a pas le temps, c'est les assureurs. Eux aussi sont très impliqués par le secteur privé, et ils pourront diminuer, par exemple, les taux d'assurance si un bien est mieux protégé et mieux adapté, tout comme Magali parlait des maisons et de l'héritance et des taxes notariales. Merci beaucoup. On est un peu pris par le temps. Ce que je voulais, enfin moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'espère que manifestement, aux nombreuses questions, nos invités aussi. Alors, à tout seigneur, tout honneur, en France, pardonnez-moi le vieux. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier parce que votre tâche n'était pas facile, parce que nos amis de l'adaptation sont de très bons connaisseurs, hein, on voit parfaitement ça aux questions et évidemment relayent un certain nombre d'impatience. Donc, merci à vous deux. Je voudrais laisser à Jérôme, en tant que Monsieur Adaptation France, la conclusion. Et puis, les perspectives, je voulais simplement, avant de lui laisser la conclusion, dire que quant à nous, nous allons continuer de creuser le sillon d'adaptation au Comité 21 avec, dans les 6 mois à venir, un approfondissement du travail et avec le CEREMA et avec Climate Change. Et d'autre part, nous ferons très certainement un autre séminaire au moment de la discussion au Parlement et aussi avec nos membres qui font partie du monde de l'assurance. À vous, Jérôme, pour nous dresser les perspectives France-Europe dans cette affaire. Difficile de conclure. Enfin, je vais peut-être répondre à une question sur peut-on vraiment légiférer sur l'adaptation, sur la résilience? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Bon, il y a déjà eu quelques tentatives, hein, puisque je vous rappelle que dans la loi NOTRe parue en 2015, les régions ont obligation d'avoir un SRADET, hein, donc un schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, et dans laquelle donc on a à la fois la transition écologique plus au point de vue atténuation, mais aussi l'adaptation au changement climatique, hein,
qui sont dans les thèmes transversaux des SRADET. Et ça, c'est donc complété aussi par donc la LTECV, loi transition énergétique, la croissance verte, qui oblige aussi donc au niveau plus territorial, au niveau des communautés de communes, donc d'avoir des PCAET, hein, des programmes d'action énergie et climat, pour l'atténuation, mais aussi pour l'adaptation du territoire aux impacts du changement climatique. Donc même si on a très peu de choses qui vont être présentes, effectivement, comme ça a été dit par Magali, dans la future loi climat et résilience, puisque le mot résilience a été rajouté à la loi climat, c'est sûr qu'il y aura, enfin moi j'ai noté qu'il y aurait 2 mesures d'adaptation sur les 69 articles qui constituent cette loi, 2 mesures qui, alors j'ai du mal à les retrouver d'ailleurs. J'en ai trouvé une sur la restauration des écosystèmes naturels. Alors là, on est plus proche, on va dire, des solutions fondées sur la nature, hein. Alors que ce soit des solutions d'adaptation fondées sur la nature, mais aussi des solutions fondées sur la nature aussi pour l'atténuation, hein. Là, on a vraiment les 2 côtés qui sont présents. Et un article aussi sur le recul du trait de côte. Alors, est-ce que c'est de la résilience? Est-ce que c'est de l'adaptation? Là, l'impact du changement climatique sur le recul du trait de côte n'est pas toujours très bien connu, hein. Il y a beaucoup d'autres influences que la montée du niveau des mers sur le recul du trait de côte. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, je retiens quand même 2 grandes idées. Cette espèce de nostalgie avant la résilience sur l'objectif mondial. Donc, je crois que là, il y a toutes sortes de travaux et en fait, rendez-vous à la COP 26 et rendez-vous à la COP de 2023 pour cet objectif mondial, puisque 2023, ça sera le moment où on prendra un nouvel élan, normalement, après le rapport du GIEC. Je retiens que tout le monde pense que l'atténuation et l'adaptation doivent être totalement rapprochées et qu'aussitôt qu'on prend une mesure atténuation, on pense adaptation et la même chose, et ça, je crois que c'est véritablement le socle, en fait, des 2 politiques. Et Magali, à quand le rapport sur l'adaptation du Haut Conseil? Alors, il y aura normalement, il y aura dans le rapport annuel une partie sur l'adaptation. Et j'espère qu'on arrivera dans tous les rapports sectoriels, ceux qui sont attendus sur l'année, à faire une partie sur l'adaptation. Malheureusement, vous savez que le Haut Conseil est très largement sous-staffé par rapport à ses homologues européens. On a un secrétariat magnifique, mais ils sont 6. Et donc, malheureusement, c'est aussi significatif, hein. Voilà, pour l'instant, c'est très compliqué de mettre en place ces sujets, mais très clairement, le rapport annuel aura sa partie Le adaptation. rapport annuel, c'est en? Ça sera en juin, normalement, si on n'a pas à nouveau des vagues Covid et d'autres. Voilà. Mais j'espère qu'en juin, normalement, en juin, on rendra le rapport annuel avec une version grand public et des petits dessins qui feront que les gens n'auront aucune excuse pour ne pas le lire. Voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Vous comprendrez que je fais un remerciement particulier à Liviu qui, d'une part, était celui qu'on attendait pour nous commenter la stratégie, qui a été en plus sur la sellette avec énormément de questions. Mais tout le monde a beaucoup apprécié les interventions de Jérôme, qui a bien recalé en fait les rôles respectifs d'un pays membre avec le rôle européen, et les interventions de Magali qui sont toujours, comme on dit, très inspirantes. Voilà, merci à tous. Nous allons encore une fois continuer d'essayer de vous informer sur l'adaptation au changement climatique. Et nous allons essayer, surtout aujourd'hui, de nous adapter aux annonces imminentes du gouvernement français sur l'adaptation pour la Covid. Merci, bonne journée. Au revoir.